secteur des biotech qui va nous accompagner là maintenant, les amis, avec Luis Briceño Roa. Je ne vais pas essayer de le prononcer correctement, Luis. Merci. Voilà, cofondateur de Medesia, et puis Jean-Philippe Annereau. Salut Jean-Philippe. Bonjour. Qui est on va dire l'opérationnel, le patron opérationnel aujourd'hui, le CEO de ce qui est une biotech, alors spécialisée dans les maladies rares. Vous d'ailleurs, c'est les maladies qui s'attaquent aux reins particulièrement, c'est ça aujourd'hui, oui. Jean-Philippe? Alors les maladies qui s'attaquent aux reins particulièrement, donc maladies rares, et surtout des maladies qui sont perte de fonction. C'est-à-dire que c'est des maladies où le gène est absent. Dans bien des cas, je ne sais pas ce que ça veut dire, le gène est absent. Ça veut dire quoi, le gène? C'est-à-dire que le gène a été délété et la maladie est provoquée par l'absence d'un gène. Bien souvent, les maladies génétiques sont des mutations ponctuelles. Ouais. Là, c'est le gène entier qui est absent. Donc, par rapport à des applications classiques ou des approches classiques, souvent on imagine des inhibiteurs ou des activateurs du gène modifié, mais là, il est absent. Donc, il faut essayer de retrouver des mécanismes de compensation. Avant ça, déjà, il y a... Enfin, les quelques histoires de biotech sur les maladies rares que je connais, il y a une histoire derrière. Ouais. Est-ce que, Louis, il y a une histoire personnelle qui a fait qu'à un moment, tu t'es lancé là-dessus? Oui, absolument. Il y a l'histoire du partenariat entre Jean-Philippe et moi-même, un historique d'un travail ensemble déjà. On était anciens cadres de l'industrie pharmaceutique ensemble. Jean-Philippe était directeur d'un centre de recherche, moi-même directeur adjoint. Et on a eu le challenge et l'opportunité de monter Medesia il y a 3 ans. Précisément, ça sort de là, de ces premiers impulses. Mais pas une rencontre particulière avec un malade, par exemple, dont on se dit c'est pas possible que j'arrive pas à résoudre l'histoire, je vais essayer de résoudre. Des rencontres avec des malades. Avec des malades. Et en fait, la vraie rencontre, c'est l'Institut Imagine. La vraie rencontre, c'est parce que la société est implantée dans un institut. Alors, vas-y, raconte-moi ce que c'est que l'Institut Imagine. Donc l'Institut Imagine, c'est... le qualifier le vaisseau amiral en fait, de la recherche en génétique, sur les maladies génétiques. Et on a la chance d'être implanté dans cet institut qui est au centre de l'hôpital Necker, qui est l'hôpital des enfants malades. Ouais. Et donc, tous les jours, quand on pousse la porte du labo, eh bien, effectivement, on voit les patients, donc au rez-de-chaussée. C'est un centre aussi de consultation. Et c'est vraiment un élan très porteur. C'est quelque chose d'extrêmement motivant. Ça nourrit tous les jours et ça aussi nous approvisionne de sujets. Parce qu'on rencontre les... Oui, mais tous les jours, tu es confronté à l'urgence aussi. Tous les jours, on est confronté. Tous les jours, tu te dis, c'est pas possible qu'on n'ait pas... On doit... Enfin, je vais le dire comme ça, mais on doit trouver ce soir. Tous les jours, on est confronté à l'urgence et tous les jours, on doit être focalisé. Oui, c'est ça. Donc c'est là la difficulté. Ça, c'est le challenge. Non, absolument, c'est le challenge, en fait. Parce qu'il faut bouger le focus, il faut bouger notre travail dans différents secteurs. C'est une partie innovation, une partie développement. Il faut avoir un œil d'un côté et un œil de l'autre côté. Beaucoup de partenariats, on va parler, et beaucoup d'innovations, beaucoup... Je comprends. Et t'insistes sur alors, ce qui est le truc qui, en fait, est le plus intéressant dans le secteur de la santé. C'est que sauver des vies, ça coûte de l'argent. Donc il faut s'intéresser à sauver des vies, mais s'intéresser aussi à la rentabilité de la recherche, c'est ça Il faut s'intéresser à ce qui est important pour le patient. Parce qu'il n'y a pas de valeur thérapeutique. S'il n'y a pas de valeur thérapeutique, il n'y aura pas de valeur économique. D'accord. Et dans le monde des maladies rares, c'est encore accentué. Parce que le nombre de patients étant plus faible, il faut qu'il y ait une densité médico-économique très importante dans la proposition pour qu'on puisse, ensuite, ce soit supportable d'un point de vue coût de développement. Mais voilà, mais c'est ça. Ce qui est bon pour le patient, mais il faut qu'aussi quelqu'un à un bout de chaîne puisse payer. Exactement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit au-delà des maladies rares. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller rechercher dans des propositions maladies rares ce qui peut concerner des maladies plus fréquentes. Ah, c'est ça. Et c'est ça le truc. Et aujourd'hui, effectivement, on est focalisé sur les maladies rares, mais on a toujours une attention très particulière. C'est est-ce que cette mutation est présente dans un segment de marché plus diffus, plus sourd, je dirais, mais qui représente un énorme élan de développement. Voilà. Et c'est ça vraiment notre moteur. Louis, quelque chose à ajouter? Non, absolument, rien à ajouter. C'est-à-dire, pour nous, et c'est toujours cette challenge qu'il y a de faire de la bonne science, de la bonne innovation, de bon travail, de façon telle qu'on puisse aboutir à précisément avoir des produits pharmaceutiques de qualité, essentiellement, pour soigner des patients, que parfois des patients où il n'y a pas ils ne sont pas des médicaments, en fait. Ils sont essentiellement des maladies incroyables à l'essence. L'autre aspect très important, c'est que, on l'a vu d'ailleurs avec le Covid,
C'est pas de Sanofi, de Pfizer que sont sortis les vaccins. Aujourd'hui, ce sont les petites structures. Eh bien, c'est exactement là où est notre positionnement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a pris des décisions où effectivement la recherche fondamentale risquée n'est plus supportée ou de moins en moins supportée par l'industrie pharmaceutique pour développer d'autres segments, le développement. Et donc le risque en fait est pris par la constellation de biotech qui vient finalement en France, en Europe, subvenir aux besoins de recherche. Tout à fait. Et Medicia s'inscrit là-dedans. Donc plutôt que faire de la recherche et de se demander ensuite si effectivement ça va intéresser X ou Y industriel, ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact avec les industriels d'abord et on essaie de déterminer quelles sont leurs aires thérapeutiques de recherche et ensuite on essaie de regarder dans notre portefeuille de propositions ce qu'on peut mener sur place à l'Institut Imagine ou ailleurs. Et il y a une forme de course de vitesse entre eux, c'est-à-dire que vous vous dites, pardon, je vais le dire comme ça, mais donc il y a cette discussion avec les industriels de la grande pharma, et vous essayez de voir ce que font aussi vos petits camarades, s'ils sont sur les mêmes domaines que vous, s'il y a des domaines où on peut peut-être avoir un tout petit peu plus de temps pour se donner les moyens de trouver l'avantage. Sur les maladies rares, on n'a jamais de temps. Sur les malades, on n'a jamais de temps. Ouais, c'est ça le truc. Hein, ça, c'est le leitmotiv. Par contre, les maladies rares offrent quand même une possibilité d'avoir une concurrence moins féroce. C'est pas pour ça qu'on a du temps, mais on a une concurrence qui est moins féroce. Et aussi, on a la chance, si on arrive à avoir un partenariat avec un clinicien qui est expert du domaine, d'avoir une position, pas de leader, mais une position bien avancée avec un expert du domaine. Et il existe peu d'experts. Donc ça donne aussi un avantage. Donc se positionner sur une maladie rare, c'est un choix important. On le fait, mais ça donne aussi une impulsion d'avance sur une thématique. Et après, le modèle, c'est quoi? C'est une fois qu'on trouve, et qu'on trouve, donc, j'ai bien compris, dans un segment qui est plus large que la maladie rare, c'est modèle de licence, enfin, alors, il y a plusieurs, basiquement. Alors, il y a plusieurs... Alors, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas avoir un seul modèle. Jusqu'à présent, le modèle, c'était de faire de la recherche et ensuite que la société soit valorisée de manière plus importante. Soit rachetée, soit sortie en bourse, des éléments comme ça. Ça, c'est le modèle. C'est un modèle, d'ailleurs, qui est toujours actuel dans notre société, mais on a voulu avoir un autre modèle, un petit peu plus, je dirais, complémentaire de ce modèle-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un modèle où on va intéresser des industriels et ensuite avoir différents scénarios de sortie. Ça peut être un scénario comme celui-ci, ça peut être un scénario où on va créer une société à partir de cette proposition-là, ou un scénario où la proposition va rentrer dans le portefeuille directement de la société pharmaceutique. Donc, on articule finalement différents scénarios de sortie et ça nous empêche finalement de prendre des décisions qui sont que sur une voie de sortie. Je comprends. Et une décision, je dirais, souvent assez spéculative. Je comprends. Louis, les coûts de santé sont en train d'exploser de manière exponentielle. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de fragilité? C'est-à-dire qu'à un moment, les organismes payeurs, sécurité sociale dans l'ensemble des États du monde, assureurs, vont commencer à se poser un certain nombre de questions sur ça. Absolument. Et je pense que les gens se posent des questions déjà maintenant, en fait. Ce n'était pas les dernières années, c'est déjà les dernières peut-être 4-5 ans. C'est pour ça que pour nous, la chose très importante, c'est d'avoir des produits pharmaceutiques de qualité, on peut dire comme ça. C'est-à-dire des médicaments qui marchent, qui marchent bien, c'est ça. Parce que les valeurs est là. Mais pour arriver à faire ça, il y a beaucoup de travail de chimistes, beaucoup de travail de computation, beaucoup de partenariat. Et on croit beaucoup dans la qualité. Et c'est ça qui va nous permettre précisément d'arriver à avoir ces discussions de qu'est-ce que le pricing, avec les clés en main, en fait, pour dire vraiment, ça, c'est les valeurs, en fait. Dernière question, Jean-Philippe, réponse courte. On a tous quand même pris un coup, et on l'a vécu comme une petite humiliation nationale, le fait que Sanofi n'y arrive pas sur le Covid. Il ne faut pas qu'on s'inquiète. La recherche médicale française, elle est forte, dynamique, puissante. La recherche française, la recherche européenne est extrêmement forte, extrêmement dynamique. On ne peut pas gagner peut-être sur tous les fronts. Ouais. Certes, sur le Covid, on est content que ce soit nos amis allemands qui ont gagné. Ouais. Voilà, parfait. Ouais. Seulement, il y a 8000 maladies rares aujourd'hui. Donc, il y a de la recherche pour tout le monde, il y a des innovations pour tout le monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on a la chance quand même d'avoir en France les chercheurs qui ont découvert les gènes qui sont impliqués dans nos pathologies, donc sur lesquels on recherche.
Ça nous donne un avantage considérable. Et je pense aussi que, vous avez évoqué la question du prix, je pense que ce qui est important, c'est d'aller au-delà du concept maladie rare, peu de marché, médicaments chers. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une approche un peu intermédiaire, maladie rare, potentialité de marché supplémentaire et prix facial, je dirais, du médicament inférieur. Et je pense que là, il y a des dispositifs en France donc d'aide à la recherche déjà, qui vont nous aider à être compétitifs, la BPI, Crédit Impôt Recherche, etc. Et je pense qu'avec ça, on va réussir aussi, il y a des mécanismes, comme par exemple le mécanisme de recherche hospitalo-universitaire, sous l'égide du Secrétariat général à l'investissement, qui permettent de structurer au niveau national donc la recherche sur les maladies rares. Médécia était avec nous et à bientôt.